Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. Lors de la vidéo précédente, on avait vu l'architecture de Kubernetes de manière visuelle. Aujourd'hui, on va l'aborder un petit peu différemment, on va faire un petit focus sur le fonctionnement dès lors que, en gros, on demande la création d'un déploiement ou d'un pod. On verra plus dans le détail après techniquement ce que ça représente, mais qu'est-ce qui peut se passer derrière avec les différents outils qu'on a vus précédemment. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, vous êtes plus de la moitié à ne pas être encore abonné. Faites-le, c'est un très très bon moyen de soutenir un youtubeur. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne. J'achète plein de livres et de choses qui me permettent de faire la chaîne. N'hésitez pas également donc à mettre des pouces bleus, à commenter juste en disant ah ouais je suis passé par là, c'est sympa, et mettez ça sur différentes vidéos. Je suis vraiment très très friand de voir le parcours des gens, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous ne regardez pas forcément. Ça peut m'intéresser beaucoup vos retours sur ces aspects-là, et puis bien sûr des retours techniques également, ça va de soi. Et puis vous pouvez cliquer sur merci si vous voulez soutenir également financièrement la chaîne. En tout cas, vous êtes très très nombreux à suivre la chaîne, je suis vraiment super content. Cette série dédiée à Kubernetes, on l'a construit petit à petit, hein. L'idée c'est de poser chaque pierre. Et là, dans la continuité de la vidéo précédente, cette fois-ci on va faire un petit focus sur cet aspect un peu de scheduling. Alors pas le scheduler spécifiquement, mais le scheduling globalement de cet outil. C'est une machine à scheduler, hein. On va dire Kubernetes, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On parlait de l'impératif versus le déclaratif. On est au cœur même d'un principe de fonctionnement des systèmes déclaratifs actuels. Il y en a énormément qui reposent sur un peu ces mêmes principes, avec une API qui enregistre des choses, qui fait des choses en background derrière sous forme de queue, etc. Alors, on est parti. La première brique très importante, vous l'avez compris lors de la vidéo précédente, j'imagine, c'est etcd. Comme je vous disais, on n'y accède jamais directement, on passe toujours par l'API serveur pour pouvoir le faire, sous biais de certificats notamment. Et derrière, ça va permettre de déposer des informations sous forme clé-valeur. Alors quand je dis déposer, ça peut être soit nous-mêmes par le biais de la commande kubectl, donc on verra le binaire en question et ce qu'il nous permet de faire. Il permet de faire énormément de choses. Et puis également sous forme de librairie ou de curl, mais également les informations qui sont stockées dans etcd peuvent venir du cluster lui-même. C'est-à-dire qu'on a des outils, des agents comme le kubelet par exemple, ou d'autres outils comme le controller manager et ses contrôleurs, ou encore le scheduler qui vont tous venir rajouter des informations, compléter, créer, supprimer des informations dans le etcd. Ça va permettre derrière de constituer cette base d'état qui va correspondre à un état souhaité en tout cas, et qui derrière va être comparé à l'état réel du cluster. Et derrière, Kubernetes va être en mesure de procéder à des actions pour faire en sorte de réconcilier et faire en sorte qu'en permanence on essaye toujours d'atteindre, alors je dis on essaye la plupart du temps, heureusement on est toujours quasiment dans l'état souhaité, mais encore que ça dépend sur les gros clusters. On n'est jamais dans l'état souhaité tout nickel, parfait, mais en tout cas, on essaye d'atteindre cet état en permanence, et Kubernetes procède à des actions pour ça. Et donc le cœur derrière, en background de tout ça, hein, c'est un peu le back-end du back-end, c'est etcd, cette base de données clé-valeur, qui repose sur un protocole Raft. Ça veut dire que derrière, il y a des systèmes d'élection, de leaders avec followers, et derrière, donc, quand on parle protocole Raft, généralement, il y a un système d'élection qui repose sur un vote qui ne doit pas être nul, qui ne doit pas être, à égalité. Ça, on peut pas avoir que deux votants, et un qui dit moi je vote vert, l'autre qui vote rouge, et puis finalement on sait plus qui va être leader, ou on risque d'avoir deux leaders. Donc derrière il faut un nombre impair. Donc 1 c'est plutôt risqué parce que si on le perd on n'a plus rien, 3 c'est déjà un peu mieux, 5 potentiellement on est beaucoup mieux. Donc ça c'est ces principes de base. Et derrière, ce qui est important aussi à retenir sur etcd, c'est que ceci étant le poumon de notre cluster, il faut vraiment se prémunir des fails et des éléments qui risquent d'interagir, pouvant suggérer des downtime, ou en tout cas des risques, comme les upgrades par exemple. Donc ça c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment manipuler avec soin, être en mesure de faire et roder ces procédures là pour pouvoir le faire très facilement, que ce soit de manière automatisée ou non automatisée. Il faut que les choses soient relativement fluides de ce côté là, et c'est important d'être à l'aise dessus. Il va permettre donc du coup, hein, comme je vous le disais, de recueillir des informations qui soient à l'intérieur ou à l'extérieur du cluster, très important. Et puis, comme c'est une base de données, en production, il est préférable plutôt de faire des backups de etcd. Alors soit on peut faire des backups directs
d'ETCD avec les lignes de commande ETCD, CTL, ce genre de choses. Soit sinon, il y a des outils qui vont faire plus que ça. Ils vont permettre de manager les backups, ils vont permettre même de sauvegarder plus d'éléments du cluster Kubernetes, parce que ce n'est pas parce qu'on a backupé le cluster ETCD qu'on a backupé notre cluster Kubernetes dans son ensemble. Dans notre cluster Kubernetes, ETCD va représenter l'état de notre cluster, finalement, au sens large, avec tout ce qui y est déployé, mais on ne va pas avoir les datas qui vont être, par exemple, stockées dans les bases de données qui peuvent être déployées sous forme d'applicatifs au sein de notre cluster Kubernetes. Donc ça, il ne faut pas oublier ce genre de choses, sinon on passe à côté de, finalement, des choses un peu principales. On peut aussi débattre, il y a pas mal de débats sur est-ce qu'on doit backuper le TCD, ne pas le faire, puisque derrière, l'idée de Kubernetes, on en reparlera, c'est de pratiquer ce qu'on appelle du GitOps en mode pool, c'est-à-dire que la source de vérité, qui est finalement l'entrant pour la partie externe de notre ETCD via l'API serveur, eh bien, c'est finalement un dépôt Git généralement qu'on essaye d'avoir et qui est à jour. Donc potentiellement recréer le cluster, soit on crée le cluster et on est capable de resynchroniser et du coup on va prendre notre méthode GitOps pour resynchroniser les choses, soit sinon là on est vraiment pressé par le temps et le TCD, la restauration d'un TCD peut permettre d'aller beaucoup plus vite aussi sur ces aspects là et d'apporter d'autres types de garanties. Il va stocker, donc comme je vous disais, l'état du cluster dans son ensemble. Ça va être l'état des serveurs du cluster avant tout. Les configurations aussi d'une partie de notre cluster, une grande partie de notre cluster. L'état des pods, les secrets également. Donc derrière, il y a aussi des possibilités éventuellement de chiffrer, parce que quelqu'un qui accède à l'ETCD, potentiellement peut accéder au secret. Donc attention. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne peut pas y accéder directement, il faut passer par l'API serveur ou le Kube API serveur. On utilise les deux termes, l'un étant moins formel. Mais attention, ETCD c'est aussi donc une base de données qui est au cœur de notre système et avec un système, vous l'avez compris, où tout passe par l'API serveur qui elle tape fort sur ETCD, on voit beaucoup de choses sur ETCD et suivant la taille du cluster, on va rajouter plus d'informations, on va avoir plus d'informations qui en permanence vient continuellement et ça veut dire qu'il faut que le ETCD ait des performances suffisantes. Derrière, ça veut dire SSD par exemple, quand on parle de base de données, ce genre de choses, pas de latence réseau, le minimum de latence réseau possible, etc. Donc il faut se méfier des systèmes par exemple distribués, de stockage distribué pour ce type d'outils, qui derrière, ça pourrait être du Ceph ou autre, pourrait entraîner des latences un petit peu plus importantes sur le ETCD et qui parfois pourrait entraîner une bascule au niveau du seuil avec finalement un état de TCD un petit peu aléatoire. Et vous l'avez compris, au cœur de notre système comme ça veut dire que l'état de notre cluster est aussi un petit peu aléatoire et donc on va avoir des informations un peu contradictoires qui peuvent arriver, ce qui n'est pas souhaitable. On a également à côté le contrôleur manager, ça on en a parlé. Alors c'est un peu le chef des contrôleurs qu'on va dire, parce que derrière il y a plein de contrôleurs dans Kubernetes, il y en a énormément. Derrière donc il y a des contrôleurs on va dire natifs, ceux qui sont fournis par Kubernetes de base, et puis on peut rajouter aussi des contrôleurs à côté. Alors, je viens de faire un tuto par exemple dans la playlist dédiée à l'infra de A à Z pour expliquer ces principes de contrôleurs et visualiser un petit peu les choses. Le but d'un contrôleur, globalement, c'est une fonction qui prend un état désiré, qu'il compare à un état réel et qui en tire des actions. Ça, on en a déjà parlé pas mal dans les vidéos précédentes. C'est un élément assez essentiel à comprendre. C'est une machine à état, finalement. Et chaque contrôleur va avoir cette fonctionnalité-là, mais pour un regard sur une brique donnée, ou une brique logique donnée au niveau du cluster. Ça va être les déploiements par exemple, ça va être les répliques assets, ça va être les jobs, ça va être aussi les nœuds du cluster, etc. Et donc du coup, eux, ils vont être en permanence en train de regarder l'état finalement des ressources dont ils ont la charge à travers l'API serveur, puisqu'on n'accède pas à ETCD directement. Ils vont regarder ça en permanence et ils vont traiter l'information. Et comme je vous disais, du coup, il y a des built-in contrôleurs qu'on va dire. C'est des contrôleurs un petit peu natifs à Kubernetes. Vous voyez une documentation, alors un petit peu ancienne parce que je pense qu'on la retrouve pas sous cet état-là, de Kubernetes. Et dans cette documentation dédiée aux développeurs Kubernetes, on expliquait aux développeurs comment écrire un contrôleur. Et dans la toute première partie, en guise d'introduction, vous voyez,
Simplement, implémenter un contrôleur, c'est implémenter la boucle suivante. L'état get desired state, donc l'état désiré, get current state, donc l'état réel, et derrière make changes desired et current, et on les met bout à bout, et le make change en sort derrière des actions à réaliser ou pas, suivant les cas de figure. Je vous ai même mis le lien, donc je vous repartagerai les slides par la suite. Alors ok, une fois qu'on a dit ça, donc cette boucle effectivement est au cœur de Kubernetes, mais ce n'est pas une seule boucle qu'il y a, vous l'avez compris, il y a pas mal de contrôleurs, donc chaque contrôleur a sa propre boucle, et du coup comment ça marche un petit peu tout ça? Eh bien on va se le faire visuellement une fois de plus, comme je vous l'ai dit lors de la vidéo précédente, moi j'aime bien le côté visuel. Qu'est-ce qui se passe par exemple quand je dis tiens je veux créer un déploiement? Alors on verra plus tard ce que c'est qu'un déploiement avec les poupées russes autour des pods, etc. Un déploiement en gros c'est quelque chose qui va permettre de manager des pods, grosso modo, qui sont les briques essentielles de Kubernetes, qui sont un à plusieurs containers comme on en a déjà parlé. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Alors là j'ai pas mis une flèche, mais on a une flèche entrante en fait à travers la Kube API Server, et on imagine, on tape quelque chose sur notre commande kubectl pour dire crée-moi un déploiement. Ça rentre dans l'API Server, et derrière, hop, c'est enregistré dans le TCD. De l'autre côté, on a par exemple le contrôleur de déploiement, qui lui, en permanence, récupère des informations stockées dans le TCD à travers la Kube API Server, et fait rentrer ça dans sa propre boucle d'algorithme à lui, donc spécifique du contrôleur de déploiement, pour dire, ok, là, on désire un état, donc on vient de pousser avec un kubectl un fichier manifeste pour créer un déploiement, on va dire, et donc on désire un état. À côté, donc dans les mêmes dans une autre quête pour récupérer de l'information, il y a le fameux get current state finalement qui est exécuté. Donc on récupère aussi l'information de l'état courant. Et puis finalement ensuite le contrôleur là il a toutes les billes pour pouvoir dire ok, j'ai le current, j'ai le désiré, hop, je mets l'un au bout de l'autre, et qu'est-ce que je dois faire comme action, qu'est-ce qui me manque, ou qu'est-ce que j'ai de trop, et quelle action je dois demander à réaliser. Là, si on prend un exemple, par exemple, je demande à créer un déploiement. Un déploiement, on va voir, c'est un empilement de petites choses. Un déploiement, ça demande la création d'un réplica set qui permet finalement de créer un pod. C'est un système de poupées russes qu'on verra dans la prochaine vidéo, je crois. Et donc, le contrôleur des déploiements, une fois qu'il a récupéré les informations qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire on a envoyé un fichier YAML pour dire « crée-moi un déploiement », il a récupéré cette information-là, il l'a comparée à l'état courant de notre cluster qui n'a pas de déploiement. Ok, il dit bah ok, moi il faut que je fasse un calcul. Qu'est-ce qui se passe? On me dit tiens, il faut créer un déploiement. Moi je suis le contrôleur de déploiement. On me dit créer un déploiement. Bah qu'est-ce que ça sous-entend comme action que je vais devoir demander à faire au niveau de notre cluster? Eh bien ça en système en cascade, ça revient déjà dans un premier temps à dire je veux un réplica set avec une description de pod. Donc là, le contrôleur de déploiement, ce qu'il va faire, c'est qu'il lui, il va envoyer aussi ses petites requêtes à Kube API Server pour écrire tout ça dans le TCD et dire crée-moi un réplica set. Et il décrit le réplica set qui va avec. Ok, donc ça correspond à l'action qu'il a réalisée dans cette boucle-là. À côté, on a aussi le contrôleur de réplica set. Vous avez compris, boucle une nouvelle fois sur l'état désiré, l'état courant. Donc l'état désiré, bah, finalement, c'est quoi? C'est un réplica set qu'on vient d'écrire dans le TCD qui est là, et que c'est le déploiement de contrôleur, le contrôleur de déploiement qui a demandé cette création de réplica set. Le contrôleur de réplica set, du coup, en état désiré, il voit qu'il y a un réplica set à créer, ok. Il regarde s'il n'existe pas déjà dans le cluster. Non, il n'existe pas. Du coup, il se dit, ok, moi, il va falloir passer à une action qui est finalement de créer des pods, par exemple, créer 3 pods. Donc du coup, il va aller écrire ça, pareil, dans le TCD, en passant par le Kube API Server. Comme ça, on peut imbriquer pas mal de petites choses de cette manière-là, mais vous voyez déjà ce système en cascade qui fonctionne. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, là, ici, on a été écrire quand même des pods. Alors, on n'a pas le contrôleur de pod, mais on a derrière besoin d'agir sur les pods. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit qu'il fallait des pods, qui sont la plus petite brique au niveau d'un cluster Kubernetes, hein, les containers, c'est pas le cluster Kubernetes lui-même, c'est le container runtime qui les manage. Du coup, on a un pod, là, à l'heure actuelle, on a même 3 pods,
et on doit les mettre quelque part finalement. Via notre fameux kubelet qui nous attend un peu sur chacun des serveurs. Et qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir faire ça? Eh bien, on va passer par ce qu'on appelle le scheduler. Le scheduler, toujours là, tout ça, c'est au sein de la control plane, donc au sein des masters. Le scheduler, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir qu'il y a 3 pods à réaliser. Il va prendre par exemple le premier pod et il va dire « Ah, le premier pod, il n'a pas de tag node name, c'est-à-dire il n'est pas affecté à un node, un worker finalement, et donc il ne peut pas être attribué nulle part. Donc j'ai un travail à faire, je suis scheduler, j'ai un travail à faire, c'est d'organiser ce travail-là et de dire à quel kubelet il va falloir, quel kubelet va avoir la charge de déployer ce pod. Pour ça, il va prendre en compte des paramètres entrants, qu'on va voir après, de manière à se dire, ah ok, bah ce pod-là, je vais le mettre sur le worker 1, et puis bah, j'ai encore 2 autres pods, je vais regarder, je vais prendre mes calculs, je regarde ce que j'ai disponible comme ressources, qu'est-ce qu'on me demande comme contrainte, ah bah tiens, je vais le mettre sur worker 2, et puis l'autre sur worker 3, etc. de cette manière-là. Donc là, c'est cette machine, on va dire un peu pensante au niveau de notre cluster Kubernetes dans la control plane qui a agi. Le scheduler, lui, ce qu'il a fait, bah, du coup, il a été remplir ce champ, finalement, node name, qui passe par le kube API server, c'est enregistré dans le etcd, et de l'autre côté de la barrière, finalement, bah, on a nos agents qui scrutent en permanence, finalement, via l'API server, les éléments qui sont dans le etcd, les pods qui sont dans le etcd, et quand ils voient un pod dans le etcd qui contient le node name dont eux ont la charge, c'est-à-dire moi je suis le kubelet de worker 1, quand je vois que le pod, quand je vois qu'il y a un pod qui a un node name worker 1, je me dis c'est moi qui ai la charge de ce pod, je vais aller m'en occuper, je le prends. Qu'est-ce qu'il me demande de déployer? Ah bah il me faut une image, il me faut un container, ou 2 containers, ou 3 containers au sein de ce pod, et avec tel contexte. Et c'est moi qui vais demander au container runtime de mettre en place ces choses-là, et puis peut-être que je vais faire des petites choses aussi à côté. Donc ça c'est ce principe-là qui est très important, avec cette notion de contrôleur manager qui fonctionne avec des boucles de réconciliation. C'est quelque chose qui est très très intéressant. Comme je vous disais aussi, ce qui est possible, c'est que les contrôleurs, on n'utilise pas forcément que des contrôleurs fournis directement par Kubernetes, mais on va pouvoir installer ce qu'on appelle un opérateur, et quand on installe un opérateur, on installe notamment de nouvelles ressources au sein du cluster Kubernetes, et donc pour manager ces nouvelles ressources, eh bien on va installer un contrôleur qui va permettre de manager ces ressources. On pourrait créer la ressource par exemple Xavkey, donc c'est ce qu'on appelle une Custom Resource Definition, CRD, et on pourrait créer un Xavkey par exemple, mais il me faudrait un contrôleur de Xavkey pour savoir, une fois que j'ai déposé un Xavkey qui est passé par l'API server, qui est stocké dans la base de données, finalement qu'est-ce que je fais avec mon Xavkey? Il faut que j'en fasse quelque chose. Alors au niveau des contrôleurs, on a le kube controller manager, donc lui il s'occupe, il est vraiment exclusif à Kubernetes, il s'occupe de tout ce qui est dans Kubernetes, mais assez souvent quand on utilise des clusters Kubernetes managés, on va faire appel aussi à un autre contrôleur, un autre type de contrôleur, c'est le Cloud Controller Manager. Il va permettre d'interagir avec des éléments externes issus du cloud externe, ça peut être AWS, GCP, OpenStack ou autre. Et il va pouvoir prendre la main sur des éléments externes ou envoyer des requêtes ou collecter des informations avec des éléments externes dédiés à des clouds. Et donc c'est une brique qui est très très utilisée par les cloud providers notamment. Le scheduler, alors lui, si on regarde un petit peu plus dans le détail par rapport à ce qu'on a dit, par rapport au node name notamment, donc lui son but c'est d'allouer finalement, d'assigner. Donc le scheduler, tête pensante côté ressources à disposition et où est-ce que je mets quoi, d'assigner des pods qu'il va allouer de manière à ce qu'ils soient dédiés à des worker nodes notamment. Donc ça c'est son rôle principal. Pour ça il a 2 mécanismes qui sont assez simples et logiques à comprendre, avec par contre derrière plein de petits éléments de calcul qui rentrent en compte. Le premier mécanisme c'est ce qu'on appelle le filtering. Le filtering, l'idée c'est de se dire c'est à grosse maille. Ok, j'ai différents serveurs dont je ne vais pas avoir envie de prendre en compte pour différentes raisons, des raisons de capacité, de tolérance, de toleration, d'affinité. Donc il y a des choses, si j'ai besoin de déployer quelque chose sur un serveur qui a du GPU, s'il n'y a pas de GPU, c'est pas la peine que j'aille m'amuser à le prendre en compte plus loin dans mes règles de calcul. Autant le bazarder tout de suite. Pareil avec des sélecteurs. Donc l'idée c'est d'écarter de la règle finale de calcul tous les serveurs dont on ne veut pas prendre en compte. Donc ça, on fait du filtering.
Ensuite, la deuxième chose, c'est une fois qu'on a notre pool de serveurs sur lequel potentiellement on peut attribuer des pods, il va falloir scorer ces serveurs-là et dire, ok, mes pods, je vais les répartir de manière intelligente, je vais peut-être pas tous les mettre au même endroit, peut-être qu'en termes de data, de performance, etc., on me demande des choses supplémentaires, peut-être qu'en termes de disposition de CPU ou de RAM aussi, il va falloir répartir les choses différemment. Donc là, ce qu'on appelle le scoring, on va mettre une note sur chacun des serveurs, et celui qui aura la meilleure note va se voir attribuer le pod, par exemple, en question. Et finalement, du coup, voilà, on a retenu le meilleur serveur qui est en capacité d'accéder, de recueillir plutôt ce pod. Et c'est là que finalement le scheduler va éditer le node name, le champ node name, pour le mettre sur les pods qui sont considérés. Tout ça va être dans le TCD, comme on en a parlé, toujours le même principe de base. Et derrière, bah, finalement, c'est le kubelet qui va venir lire en permanence et qui va dire « Ah, moi j'ai un node name qui me correspond, je vais prendre en charge les choses comme je vous ai dit. » Alors on verra ça plus tard, mais il y a des contraintes qu'on peut imposer pour les pods et qui rentrent en compte dans ce calcul-là, ce qu'on appelle le best effort, le guaranteed et le burstable. C'est la sensibilité des pods. On peut dire qu'un pod est très très sensible, du coup lui c'est vraiment le dernier qu'on veut qu'il ait, un peu comme l'OM killer au niveau des serveurs Linux classiques. Et puis à côté, on peut peut-être avoir des pods, finalement, eux, ils peuvent être détruits et recréés comme on veut, ça pose aucun souci. Donc finalement, on va jouer sur ces paramètres-là pour pouvoir distribuer les choses comme il faut et donner le plus d'informations possible au scheduler, notamment pour mettre en place ces choses-là. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et tout ce process d'algorithme qui est là découle aussi d'informations qu'on va transmettre. On verra plus tard les requests, les limites, ce genre de choses. C'est pas des choses optionnelles. Alors même si on n'est pas obligé de les rentrer, c'est que derrière ça va avoir des conséquences. Plus on fournit des informations et de bonnes informations à notre scheduler et à nos contrôleurs de déploiement, plus l'allocation et les actions menées vont être normalement précises et bonnes. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Un scheduler, ça peut aussi se remplacer, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Il fournit aussi des métriques assez fines et assez intéressantes sur comment justement les pods sont schedulés. Il est en contact permanent avec l'API serveur, la Kube API serveur. Et donc il procède de la manière suivante. On a vu qu'il a attribué le node name. Derrière le kubelet, lui, ce qu'il fait, donc là on est sur le kubelet. Le kubelet, ce qu'il fait, c'est qu'il interroge l'API serveur. Une fois qu'il a interrogé l'API serveur, qu'il a vu qu'il y a un node name dont il a la charge, un pod avec un node name dont il a la charge, il prend en charge ce pod. Et derrière, il va demander au container runtime, écoute, ok, tu vas me déployer un container, donc tu me télécharges l'image de format aussi, Open Container Initiative. Tu me manages le container, donc tu le gères comme tu le ferais classiquement localement, donc création du container, etc. Et puis tu montes les volumes, le network éventuellement qui va avec. Attention, on interagit aussi avec d'autres outils quand on parle de ça. Du coup, un pod a différents états. Parmi les états dont on va souvent voir, on a le pending, donc il attend que le conteneur soit up finalement pour différentes raisons. Il peut rester en pending très longtemps s'il n'y a pas les éléments qui sont nécessaires. Le running, là, ça veut dire qu'on a un container avec les processus qui tournent tel qu'on le souhaite. Le failed, ça veut dire que là on a une vraie erreur, donc le processus quand il a été lancé, il a généré une erreur directement. Et puis on a le succeeded, là ça veut dire que le processus a bien été lancé mais que c'est pas un processus qui a vocation à durer longtemps. Imaginons on a un processus, par exemple la commande sleep, 60 secondes, et bien si on lance un pod avec un sleep 60 secondes, ça va générer un container avec un processus à l'intérieur de sleep 60 secondes, au bout de 60 secondes, le processus va se terminer normalement, vraiment sans aucun souci, exit 0, tranquille. Et ça veut dire derrière que là on a succeeded, donc on a un pod qui s'est terminé. Et il n'est pas running. Alors que si on avait mis un sleep infinity, donc qui ne s'arrête jamais, là on aurait un pod en running qui ne s'arrêterait jamais. Et bien sûr, donc le kubelet, lui, sans cesse en communication avec l'API serveur, il prend de l'information, mais il en remonte aussi pour savoir qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui ne tourne pas, si j'ai perdu un serveur, si j'ai perdu un pod. Du coup, le cluster derrière peut reprendre en compte ces informations-là, réattribuer les choses potentiellement pour redéployer là où peut-être c'est plus intéressant de le faire, peut-être parce qu'on a perdu un serveur, peut-être parce qu'on n'a plus de place pour déployer des choses, etc. Alors là, on a parlé des briques. Si on ramène aussi par rapport à ce qu'on avait lors de la vidéo précédente,
Ce qui est important aussi à retenir, c'est que c'est des petites briques dont on a parlé, les contrôleurs, le pas le kubelet, c'est un mauvais exemple, mais le scheduler, l'API serveur, etcd. Et ça veut dire que ces petites briques, potentiellement, on peut jouer avec pour se dire, ok, je veux un cluster en production monstrueuse, très très haute dispo, etc., etc. Eh bien, on va pouvoir splitter, éclater potentiellement les choses, ne pas les faire tourner sur ne pas les regrouper notamment. Et ça va varier en fonction du niveau on va dire, de production, développement notamment, d'intensité des workloads qui tournent dessus, etc. On peut aussi faire tourner par exemple du Kubernetes dans Docker, ce qui est possible. On peut mutualiser aussi master et worker sur les mêmes nœuds. On peut vraiment faire beaucoup de choses, tout est possible. Par exemple là, un exemple, on peut se dire, ok, la base de données etcd, comme je vous disais, c'est quelque chose, il faut qu'il y ait du répondant au niveau SSD, etc. Et au niveau sensibilité, on veut peut-être pas la garder au niveau des masters spécifiquement même, mais on veut peut-être créer un cluster etcd dédié à etcd, avec des nœuds qui s'appelleraient etcd 1, 2 et 3 par exemple, mais qui sont dédiés à ça et qui ne font que ça. Comme ça, on sait que c'est là, on sait que les performances, on les manage d'une certaine manière, on n'a pas beaucoup d'interactions avec d'autres choses. Et bien sûr, tout ça, ça permet d'atteindre certaines limites, parce que Kubernetes, il y a quand même des limites. Hein. Plus on a de serveurs, plus derrière on va taper sur... plus on a de serveurs, plus on a de pods, plus on va taper sur l'API serveur. Et vous voyez que bon, c'est quelque chose sur lequel on risque de taper fort, qui tape aussi fort derrière sur etcd, et ça peut poser des soucis. Par exemple, là, voilà, les chiffres qui sont cités au niveau de la documentation de Kubernetes. En gros, on peut aller jusqu'à 110 pods par serveur, par worker. Un cluster, ça peut aller jusqu'à 5000 serveurs. Ça, c'est des chiffres donnés comme ça. Bien sûr, pour atteindre ces seuils-là, déjà, il y a aussi des travaux à réaliser. On peut atteindre sur un cluster entier 150 000 pods et 300 000 containers. Vous voyez que ça représente pas mal de monde, mais il y a des sociétés qui atteignent ces chiffres-là. Et manager ce type de cluster, c'est pas une mince affaire que de le faire. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on va faire un petit focus sur les poupées russes des pods. Là, on a déjà vu un gros morceau qui est assez intéressant, c'est cet aspect de scheduling. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me dire ce que vous en pensez, mettez des likes, commentez, dites-moi que vous êtes passé par là, abonnez-vous surtout, et puis cliquez sur rejoindre, et puis si vraiment ça vous a plu, cliquez sur merci, et puis moi je vous en serai reconnaissant éternellement. Allez, à très bientôt sur Xavki, ciao à tous.